Let us face, without panic, the reality of our times. The fact that atom bombs may someday be dropped on our cities. J'ai découvert quelque chose de complètement incroyable et je pense que vous n'êtes même pas au courant. Juste pour préciser, le cache-œil, c'est pas pour le style, c'est parce que j'ai vraiment un problème à l'œil. N'est pas pirate qui veut. Mais bref, vous allez voir, ce dont je vais vous parler est complètement fou. Figurez-vous qu'il existe des engins nucléaires qui ont été perdus dans la nature. C'est-à-dire qu'il est possible, en vous baladant, de tomber dessus. Et le pire, c'est qu'on sait même à peu près où ils se trouvent. C'est-à-dire que vous pouvez les trouver. N'y allez pas. Le pire, c'est qu'il y en a vraiment des dizaines partout autour de la planète qui gisent comme ça, en attendant peut-être de s'activer. Et aujourd'hui, c'est ce dont je vais vous parler. Je vais aussi vous montrer les zones où elles ont été perdues. Évidemment, faut pas s'amuser à essayer d'aller dans ces zones, même si c'est pas facile d'accès. C'est une histoire de bon sens, évidemment. On est tous d'accord qu'on peut perdre ses clés, mais perdre une bombe atomique, c'est complètement fou, non? Surtout si celle-ci est perdue à côté d'une ville. Oui, à côté d'une ville. Je vais donc vous parler de quelques-unes de ces histoires totalement incroyables sur la perte d'engins nucléaires de plusieurs mégatonnes. C'est du délire total. Bon, la plupart de ces histoires de perte d'engins nucléaires se passent durant la guerre froide. Au plus haut de la tension de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, les Américains ont décidé de lancer l'opération Dôme de Chrome. Cette opération, c'est probablement la plus chaude de toute l'histoire des guerres. En gros, les USA faisaient voler en permanence à la limite de la frontière de l'URSS des Boeing B-52 Strato Fortress. Mais ces avions au nom hyper évocateur, ils étaient pas là pour envoyer des vivres ou aider qui que ce soit. En fait, il y avait 12 B-52 Strato Fortress qui volaient en permanence à cette frontière avec chacun à leur bord des bombes thermonucléaires. Chacun des 12 avions allait donc voler comme ça durant une vingtaine d'heures à la frontière avec l'ennemi, chargé de l'arme la plus destructrice de la planète. Faut imaginer que ce petit manège, il a duré entre 6 et 8 ans et tout ça sans interruption. C'est-à-dire que si vous avez vécu entre 62 et 68 en Europe, notamment dans le sud de l'Espagne et le sud de l'Italie, vous avez été survolé quasi en permanence par des bombes thermonucléaires, les boomers en PLS. Donc forcément, l'équation peut être dangereuse. Plein d'avions en temps de guerre durant des années et un nombre conséquent qui se balade avec ce genre d'engin, ça pouvait pas rester lisse et sans bavure, d'où cette vidéo. Et effectivement, on a égaré quelques engins atomiques. Les gars étaient tellement persuadés qu'il allait arriver un problème avec le nombre délirant d'engins atomiques dans les airs et sur les mers, que le Pentagone avait créé un nom de code en cas de perte, de largage non volontaire, mais aussi tout simplement la perte pure et simple d'un tel engin. Et ce nom de code, c'était Broken Arrow, ou flèche brisée. Et figurez-vous que cette alerte Broken Arrow a été lancée plus d'une trentaine de fois, donc une trentaine d'engins perdus ou largués par mégarde. Je vous dis, c'est du délire. Le problème, c'est que encore aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, on peut compter celles qu'on a retrouvées. Mais quand on fait l'inventaire de tout ça, il en manque. Et ça, c'est pas bon. Je vous parle encore aujourd'hui en presque 2023. L'affaire de Tybee Island. Évidemment, dans ces conditions où des avions volent avec des bombes thermonucléaires, il y avait énormément d'exercices. Et durant l'un de ces exercices, le pire est arrivé. Vous voyez cette image? Eh bien, ceci, c'est une pompe H thermonucléaire de 3,5 tonnes et de quelques mégatonnes de puissance. Son nom, Tybee. Eh bien, le 5 février 1958, Tybee est chargé dans un bombardier B-47B pour un exercice. C'est vrai que mettre une vraie bombe thermonucléaire pour un exercice, un entraînement, c'est une bonne idée. L'idée était de tester la capacité des engins avec une charge lourde. Sinon, les mecs auraient pu mettre des blocs de béton, mais non. Ils ont décidé de mettre de vraies bombes nucléaires pour un exercice, sur leur territoire. Cet exercice va se faire au-dessus de la côte est des États-Unis. On désigne une petite ville qui se nomme Radford, comme étant Moscou. On simule une attaque. C'est-à-dire qu'on prend Radford et on dit, regardez, ça c'est Moscou, voilà, et tout le monde va s'entraîner autour de ça. C'est une simulation. Les différents pilotes font leurs manœuvres, chargés comme des mules à l'uranium dans les soutes à bagages. Tout se passe bien. L'exercice se termine. Sauf que sur le chemin du retour, le bombardier B-47B avec Tybee à son bord, le fameux engin thermonucléaire M15 de 3,5 tonnes, eh bien il va croiser un autre exercice militaire par hasard, sans avoir été prévenu. Et ça, c'est très dangereux. Et évidemment, quand deux avions se rencontrent par hasard sans avoir vu l'autre, c'est jamais bon. Il est 2h du matin. Nous sommes le 5 février 1958. Le B-47B avec Tybee dans la soute percute un petit avion de chasse qui lui faisait un autre exercice militaire en Caroline du Sud. Par chance, le pilote du F-86 Sabre, donc le petit avion de chasse, s'éjecte à temps. Sauf que le gros bombardier qui transporte Tybee est salement endommagé. Et il va devoir lâcher du lest pour atterrir. Il va devoir enlever du poids à son avion, sinon il va s'écraser. Donc le bombardier doit être allégé le plus rapidement possible pour atteindre la piste d'atterrissage. À ce moment-là, les gars dans l'avion vont tous se regarder, puis vont regarder Tybee, cette bombe de 3,5 tonnes immédiatement. Le commandant de bord appelle le centre opérationnel et demande l'autorisation de larguer l'engin nucléaire. Tout ça évidemment pour
alléger l'avion. Et figurez-vous que l'autorisation est accordée. On leur dit oui, vous pouvez larguer la bombe. Je vous rappelle qu'on est au milieu des États-Unis. On ouvre la soute alors que l'avion vole à près de 400 km/h et à seulement 2,2 km de haut. Autant vous dire qu'il fallait pas qu'elle se déclenche à cette distance parce que là c'était cuit pour tout le monde. Une fois la soute ouverte, l'équipage va prendre la bombe et la jeter par-dessus bord. Tout l'équipage scrutait l'engin en train de chuter pour voir si une explosion allait se produire. Mais rien. L'énorme masse métallique était lamentablement tombée dans l'eau. Et pas n'importe où. Vous allez voir. Le bombardier, lui, finit par atterrir en urgence, mais tout le monde est sain et sauf. Dès le lendemain, soit le 6 février 1958, des centaines de militaires sont amenés dans la baie de Tybee Island pour récupérer l'engin qui est tombé à quelques mètres des côtes, et notamment à moins d'1 kilomètre une ville. Et durant plus de 2 mois, la baie de Waisosun va être scannée de long en large. Je rappelle que cette baie, comme vous pouvez le voir sur cette carte, elle est située à proximité de la ville de Savannah, une ville qui compte près de 150 000 habitants. Et regardez, si je mets une distance sur Google Maps par rapport à là où est à peu près tombé l'engin, il y a littéralement 10 km avec la première habitation située à Wilmington. Donc on est extrêmement proche. Regardez, on peut même faire un street view et imaginer que de cette vue, il peut y avoir, même encore aujourd'hui, une explosion nucléaire, parce que même aujourd'hui, elle y est encore. Donc comme je vous l'ai dit, durant 2 mois, on va essayer de la chercher de manière intensive, mais rien. Impossible de mettre la main dessus. On déclare donc le 16 avril 1958 qu'elle est tout simplement perdue à tout jamais. En fait, les sonars n'arrivaient pas à la capter car elle se serait enfoncée dans quelques mètres de vase, ce qui la rend complètement invisible à tout radar. Et ce n'est qu'en 2004 qu'un retraité de l'armée américaine voulait s'occuper de cette affaire une bonne fois pour toutes et retrouver la mystérieuse bombe atomique disparue depuis presque 40 ans, quasiment à côté de la ville. Il harnacha à l'aide de son ami un compteur Geiger à l'arrière de son bateau. Vous savez, les compteurs Geiger, c'est les détecteurs de radioactivité. Oui, parce qu'évidemment, cet engin, il émet de la radioactivité, notamment avec le temps, ça a dû fuir, parce qu'il est évidemment chargé en uranium. Derek Duke, cet ancien militaire, était déterminé à retrouver l'engin. Et durant des semaines, ils vont ratisser la baie. Et à un moment donné, le capteur de radioactivité accroché derrière le bateau se met à biper de manière intensive. Et ils ne sont qu'à 1 km des côtes. Et à ce moment-là, il va enregistrer une radioactivité 10 fois plus élevée que la normale. L'armée est prévenue, mais clôture l'affaire en disant qu'il ne s'agit là que de minéraux naturels qui augmentent la radioactivité dans cette zone. Ça paraît un petit peu gros comme argument, peut-être qu'ils ont enterré l'affaire, parce que c'est tout simplement impossible d'aller la chercher sans créer un accident ou une pollution abominable. Peut-être que finalement elle est mieux stabilisée au fond de la vase que si on essayait de la récupérer et de la traiter. Avec le temps, elle doit être tellement détériorée, vous imaginez, là ça fait plus de 60 ans. Donc c'est tout à fait possible et compréhensible que finalement on a préféré la laisser là. Donc si on revient sur la carte et qu'on trace un trait de 1 km dans la baie de Tybee Island, comme vous pouvez voir, on peut affirmer qu'ici, un engin nucléaire de plusieurs mégatonnes et pesant 3,5 tonnes, chargé d'uranium concentré, se trouve encore ici, quelque part, dans la vase. Est-ce que c'est pas incroyable? Mais attendez, c'est pas terminé, parce qu'il y a encore des trucs de fou. On part maintenant sur un autre exercice militaire. On est cette fois-ci sur le Ticonderoga, ou CV-14, qui est un porte-avions qui pouvait embarquer un équipage de 3448 militaires. À son bord, le 5 décembre 1965, un Douglas A4 Skyhawk, qui n'est autre que cet avion de chasse capable de transporter une bombe nucléaire. Et justement, ce jour-là, sur le porte-avions, le A4 Skyhawk était armé d'un engin d'à peine 1 mégatonne de puissance. Le porte-avions était en train de se déplacer d'une base militaire dans les Philippines vers Yokohama, au Japon. On est au large du Japon, à exactement 130 km de Kikai-shima. Et là, va se produire l'impensable. Vraiment la pire erreur du monde. On déplaçait le petit avion pour faire des manœuvres. Il était évidemment chargé avec la bombe nucléaire, sauf qu'il va se mettre lentement à se déporter vers le bord du porte-avions pour finalement tomber à l'eau. Tous les hommes sur le pont hurlaient au pilote qui était dans l'avion de mettre les freins. Mais lui, le pilote, ne voyait pas qu'il glissait. L'avion, le pilote et l'engin nucléaire accroché vont basculer par-dessus bord. L'avion de chasse coule à pic à plus de 4,9 km de profondeur. Évidemment, le poids de la bombe était extrême, donc ça va pas arranger les choses. Il coula tellement rapidement que le pilote n'a pas eu le temps de réagir. La pression de l'eau empêchant la verrière de s'ouvrir, son sort était scellé. Après ça, les Américains, en fait, ils ont pas parlé de l'affaire aux Japonais. Ils ont caché le truc. On peut comprendre. Ils ont largué une bombe atomique sans faire exprès dans les eaux japonaises. Évidemment, les Japonais n'auraient pas été très contents d'apprendre qu'un engin nucléaire gisait non loin de leur côte. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1981 que le Pentagone
dévoilera l'existence de cet engin près des côtes nippones. Si on retourne sur Google Maps, parce qu'on connaît les endroits, hein, on sait où elles sont ces bombes, on peut voir que c'est pas très loin de la petite île japonaise que j'ai nommée juste avant. Et juste ici, comme vous pouvez le voir, gise une tombe nucléaire d'un pilote, d'un avion et d'une bombe. Surtout d'un engin qui est capable de déclencher littéralement un tsunami. Est-ce que c'est quand même pas un truc de fou de se dire qu'au fond de cet océan, il y a une énorme bombe qui n'attend que de péter? Il existe également, et d'après une enquête de la BBC, un engin nucléaire qui serait piégé dans la glace. On est cette fois sur la base aérienne de Thule. Thule, c'est une base aérienne militaire située au Groenland à 1500 km du pôle Nord. Elle appartient aux États-Unis, mais est située sur le territoire appartenant au Danemark. C'est en quelque sorte le bouclier antimissile des USA qui pourrait provenir d'Eurasie, ou plus précisément de l'URSS à l'époque. L'accident de Thule, comme on l'appelle, est beaucoup plus grave que le précédent, comme vous allez pouvoir constater. Nous sommes le 21 janvier 1968, un bombardier B-52 avec à son bord 4 engins nucléaires va connaître de très graves problème, pour ne pas dire une catastrophe. Et c'était justement pour la mission Chrome Dome dont je vous ai parlé au début de la vidéo, et ce B-52 transportait 4 énormes bombes thermonucléaires à son bord. L'équipage, l'avion et les 4 engins nucléaires survolent la banquise, sauf qu'un siège prend feu à cause d'un problème de chauffage. Tout ça se passe non loin de la base de Thule. La fumée va rapidement remplir le cockpit et l'équipage ne voit même plus les instruments de bord. L'électricité est coupée et l'avion devient incontrôlable. Là, pour les pilotes, ça devient impossible de poser l'avion. Ils vont donc l'abandonner en plein vol et s'éjecter de celui-ci, laissant à leur sort les 4 bombes thermonucléaires. Sur les 7 membres d'équipage, 6 sont sur des sièges éjectables et survivent à l'extraction, sauf Leonard Svintenko, le copilote qui a quitté son siège éjectable pour être remplacé. En tentant de sauter en parachute et à cause de la vitesse de l'avion, sa tête percute la trappe par laquelle il voulait sauter. Et malheureusement, il va pas s'en sortir, c'est la seule victime. Du moins, c'est la seule première victime, parce que attendez. Évidemment, avant de sauter de l'avion, les pilotes ont demandé aux contrôleurs au sol de leur dire quand ils pouvaient le quitter, pour ne pas qu'il s'écrase n'importe où. Parce que les pilotes ne voyaient tellement plus rien à bord à cause de la fumée qu'ils ont demandé au sol de les guider, littéralement. Donc ils finissent par s'éjecter, comme je vous l'ai dit. De là, l'avion est livré à son sort, avec plus personne aux commandes. Il continue de voler tout seul vers le nord et fait un demi-tour à gauche. Il finit par s'écraser violemment sur la banquise à 12 km à l'ouest de la base de Thule. Les matières explosives qui composent les bombes atomiques, en plus des matières radioactives, explosent et répandent celles-ci sur une vaste étendue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explosion nucléaire à proprement parler, mais en fait, dans les bombes atomiques, il y a des explosifs conventionnels qui, eux, ont pété. Et en fait, en explosant, ils ont répandu la matière radioactive des bombes atomiques. Et heureusement qu'il n'y a pas eu d'explosion nucléaire à proprement parler. Mais bon, les dégâts étaient quand même énormes, vous allez comprendre. Le feu est extrêmement puissant. Plusieurs milliers de degrés se dégagent à cause du carburant enflammé, ce qui fait fondre la banquise et enfonce encore plus dans la glace l'avion et le reste de sa cargaison plus que dangereuse. Faut savoir qu'après, la neige qui a été complètement contaminée va être ramassée et envoyée aux États-Unis pour être décontaminée. Parce que le Danemark a demandé que les États-Unis récupèrent la neige parce que c'était de leur faute. Je vous rappelle qu'on est sur une propriété du Danemark. En 2008, une enquête de la BBC révèle que l'une des 4 bombes n'aurait pas été détruite durant l'impact et serait encore prisonnière de la glace quelque part dans cette zone. Et apparemment, les arguments de cette enquête de la BBC sont extrêmement convaincants et c'est quasiment sûr qu'il y a une bombe encore qui est bloquée dans la banquise. Donc si on regarde encore une fois sur cette zone du crash, oui parce qu'on peut retrouver très facilement ces endroits, dites-vous que déjà, bon, cette zone elle est encore très contaminée et qu'il existe une bombe thermonucléaire peut-être au fond de l'eau ou peut-être encore accrochée à un glaçon, ou du moins ce qu'il en reste, à 12 km à l'est de cette base de Thule. Faut savoir qu'ici, dans cette zone, à l'époque, il y avait de la banquise. Sauf que, évidemment, cette banquise, avec le réchauffement climatique, elle a complètement disparu. Personne ne sait ce qu'est devenu cette bombe. Peut-être qu'elle gise au fond de l'eau, peut-être qu'elle est accrochée à un glaçon et qu'elle a dérivé, du moins un iceberg, excusez-moi du terme, mais c'est encore un mystère. Mais en tout cas, c'est quasiment sûr qu'il y en avait une qui manquait à l'appel. Les autorités disent qu'il manquait juste un disque d'uranium qui n'aurait jamais été retrouvé. Mais l'enquête semble montrer que c'est un engin entier et quasiment complet qui n'aurait jamais été retrouvé. Et des comme ça, il y en a d'autres. Il y a également cette histoire effrayante qui se passe en Caroline du Nord en 1961. Un bombardier était en perdition avec à son bord 2 bombes atomiques chargées en uranium. Les 2 engins nucléaires prennent leur liberté et foncent tout droit vers un champ. L'une d'elles déploie son parachute de sécurité. Elle sera retrouvée dans un état correct. Sauf que la seconde
on ne sait pas où elle est. Normalement, il y a 6 systèmes de sécurité sur ce genre de bombe qui étaient transportés. Sauf que sur la seconde bombe qui n'a pas déployé son parachute de sécurité, 3 des 6 systèmes de sécurité pour la déclencher s'étaient activés durant la chute. Il y en a qui disent que c'est seulement un petit interrupteur qui a empêché l'explosion. Dans tous les cas, c'est pas passé loin. Mais attendez. Donc cette seconde bombe qui n'a pas activé son parachute se fracassa contre le sol, dans un champ situé en Caroline du Nord. Le gouvernement ratisse ensuite la zone pour récupérer les morceaux, mais il manque la partie principale, le cœur d'uranium enrichi, qui peut s'amorcer à tout moment et être extrêmement dangereux pour quiconque s'en approche. Ce cœur d'uranium se serait enfoncé dans la boue à plus de 15 mètres de profondeur, ce qui rend quasiment impossible sa récupération sans créer une catastrophe. Donc quelque part, aux États-Unis, en Caroline du Nord, il y a un champ classé zone militaire. Oui, car au lieu d'enlever le cœur d'uranium et potentiellement créer une catastrophe, la United States Army Corps of Engineers a racheté le champ et l'a placé en zone militaire, interdit d'accès et évidemment avec une interdiction de creuser dans tous les alentours. Et peut-être que c'est la meilleure décision par rapport à la catastrophe que ça peut engendrer si on essaye de retirer ce cœur nucléaire très dangereux. Et figurez-vous que sur le sol européen, on n'a pas été lésé parce qu'il existe en Espagne une histoire complètement folle sur la perte d'un tel engin. On est le 17 janvier 1966. Un B-52G avec à son bord 4 bombes atomiques à l'hydrogène type MK28 en provenance de Floride et se dirigeant vers une base au Maroc fait un ravitaillement en vol. Tout ne va pas se passer comme prévu. Le bombardier entre en collision avec le ravitailleur venu lui mettre du carburant. Le KC-135, qui est l'avion ravitailleur, s'embrase au moment où il vient toucher le bombardier. Le bombardier, lui, il va se disloquer en plein de petits morceaux. Seuls 4 membres d'équipage réussissent à s'extirper en sautant en parachute. On va retrouver rapidement les engins nucléaires près de la ville de Palomares, au sud de l'Espagne. Imaginez les habitants qui vont atterrir 3 bombes atomiques dans leur jardin. J'ai bien dit 3, parce qu'en fait, une manque à l'appel. 2 d'entre elles, en touchant le sol, vont exploser, mais seulement la partie explosive conventionnelle. C'est-à-dire que, comme l'autre bombe, il n'y a pas d'explosion nucléaire, c'est seulement la partie explosive classique qui va péter. Sauf que ça va disperser de la matière radioactive dans toute la zone de Palomares, notamment environ 5 kg de plutonium et un peu d'uranium. Sauf que le problème dans le problème, c'est qu'il en manque une. L'inventaire n'est pas complet, et là on ne parle pas d'une vis et de 3 boulons, on parle d'une bombe atomique. On parle d'engins chargés comme jamais à l'uranium et au plutonium qui s'est noyé près de la côte espagnole et qui peut produire encore une fois un tsunami s'il décide de se déclencher. Et là, un petit jeu classique va se mettre en marche. Le gouvernement américain dira que non, ils n'ont absolument pas perdu d'engins nucléaires en Méditerranée près de l'Espagne. Sauf que tout le monde est déjà au courant, notamment la presse qui, par des sources sûres, affirme qu'il y a bien un tel engin non loin des côtes espagnoles. 3 mois de recherche plus tard, on est à moins de 10 km de la côte espagnole, dans les 900 mètres de profondeur. Et on aperçoit, grâce à un sous-marin type Alvin, un long tube métallique très radioactif. Évidemment, c'est la bombe. L'affaire est d'autant plus folle que c'est grâce à un bon vieux pêcheur espagnol surnommé Paco el de la Bomba ou un bon vieux français Paco le type de la bombe qu'on a pu retrouver plus facilement celle-ci. Oui, parce que ce pêcheur était sur l'eau en train de pêcher, il a vu la chute de l'engin et grâce au parachute, il a pu signaler l'emplacement à peu près précis aux autorités. Bon, là aussi, des millions de tonnes de terre contaminée en Espagne sont envoyées aux États-Unis pour être décontaminées. Pour montrer que tout était safe pour les touristes, les politiciens se baignent devant des caméras de télévision. Le problème, c'est qu'ils se baignent à 15 km de l'impact. Ils n'ont pas osé quand même se baigner juste à côté. Encore en 2008, après des analyses, on constate des zones contaminées dans cette région. La zone est même déclarée non constructible à cause encore aujourd'hui de la contamination. Peut-être la chance dans le malheur. Après analyse, on constate que les 2 bombes qui ont explosé, juste les explosifs classiques qui sont dans la bombe, pas une explosion nucléaire, eh bien les détonateurs s'étaient enclenchés, qui normalement auraient dû déclencher une explosion nucléaire. Mais ils ont seulement fait péter l'explosif conventionnel situé dans les bombes. Mais là, par chance, la réaction nucléaire ne s'était pas faite, probablement due à l'impact qui avait complètement déréglé le système. L'Espagne a donc évité, par chance, 2 explosions nucléaires par erreur. La chance dans le malheur, comme je vous le dis. Et même en 2015, un accord est signé où les Américains s'engagent à exporter 50 000 mètres cubes de terre contaminée par bateau vers les États-Unis. Vous trouvez pas quand même ça complètement fou, toutes ces histoires de bombes qui gisent encore dans la nature et qu'on pourrait retrouver ou qui pourraient s'activer? Moi, j'étais pas du tout au courant et je trouve ça complètement fou. Bien d'histoires incroyables vous retrouverez ici sur cette chaîne. Merci à tous pour votre temps et pour être arrivé jusqu'ici. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour peut-être des histoires encore incroyables. À très vite, merci à tous. Allez voir ceci si vous le souhaitez. Je vous dis au revoir.